Valérie Pécresse, bonjour. Bonjour. Présidente de la région Île-de-France, première région française, très affectée par les grèves, la réforme des retraites, la contestation. La grève n'a que trop duré, disait hier Édouard Philippe. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la situation en Île-de-France, même si elle s'améliore, est très loin d'être revenue à la normale. Il y a une immense souffrance depuis 2 mois des Franciliens qui n'ont pas eu de train pendant des semaines et qui aujourd'hui voient recommencer leur ligne, mais à petite vitesse. Et d'ailleurs, il y a une immense responsabilité aujourd'hui de la RATP et de la SNCF sur l'information aux voyageurs. Parce que prendre un train et ne pas savoir si on en aura un pour rentrer chez soi le soir, c'est extrêmement anxiogène. Donc il faut qu'on fasse le maximum pour informer. Nous allons tirer les leçons ensemble. Vous allez tirer les leçons de cette longue grève. Aujourd'hui, clairement, moi j'appelle à la reprise du travail. La grève n'a que trop duré, vous êtes d'accord avec Édouard Philippe ? J'appelle à la reprise du travail, j'appelle surtout à la reprise du travail aux heures de pointe, Monsieur Bourdin, parce que le sujet, il est clair pour moi, c'est qu'il faut respecter tous ceux qui veulent aller travailler. Et les grévistes doivent entendre ce message. Je leur ai fait entendre avant même le début de la grève. J'avais rencontré les cheminots de la CGT et je leur avais dit, respectez les Français qui veulent aller travailler le matin. Faites grève, mais pas aux heures de pointe. Faites un service plein aux heures de pointe pour permettre d'aller travailler. Et ça, c'est une supplique qu'ils n'ont pas entendue. Donc, est-ce que la grève n'a que trop duré ? On ne peut plus empêcher les Français d'aller travailler. Ça, c'est absolument impossible. Bien. Oui, enfin, vous avez vu que les syndicats opposés à la réforme annoncent une nouvelle journée le 24 janvier, Valérie Pécresse. J'ai peur, malheureusement, que la grève ne s'effiloche et ne dure. Et je le dis vraiment, qu'elle soit un stress et une souffrance pour les voyageurs. Est-ce que les jours de grève doivent être payés ? En permanence. Est-ce que les jours de grève doivent Absolument pas. Aucun jour de grève ne doit être payé. Il faut être intransigeant sur le principe. Parce que sinon, vous comprenez bien que ce serait une injustice très grande pour tous ceux qui n'ont pas pu aller travailler. Si vous étiez député, est-ce que vous voteriez cette réforme ? Aujourd'hui, je suis malheureusement... Oui ou non ? Non. Aujourd'hui, je suis très inquiète. Je suis très inquiète pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on ne connaît pas cette réforme. Vous me dites, est-ce que vous la voteriez ? On ne la connaît pas. On ne sait pas du tout comment elle va être financée. Dans le débat parlementaire, vous la découvririez. Pardon, excusez-moi, Monsieur Bourdin. C'est la première fois dans l'histoire de ce pays qu'on fait une réforme des retraites sans savoir comment elle va être financée. Moi, mon sujet aujourd'hui, il est simple. S'il n'y a pas de mesure d'âge dans cette réforme, il n'y aura pas d'équilibre et de sauvetage des retraites à terme. Donc le sujet, il est clair. Il faut dire la vérité aux Français. Le gouvernement n'a pas voulu la dire. Le gouvernement est dans l'esquive. Il va y avoir une conférence de financement, justement, pour financer la réforme. Avant ou après ? Avant ou après ? Pendant. Oui, ce serait mieux avant. Moi, je partage complètement l'avis de toutes les personnes raisonnables qui disent on ne peut pas voter une réforme sans savoir comment elle sera financée. Donc il faut cette conférence de financement avant. J'ajoute que moi, je suis très inquiète pour l'addition de cette réforme pour les générations futures. Parce que le sujet aujourd'hui, certains économistes chiffrent toutes les concessions qui ont été faites successivement par le gouvernement à près de 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros qu'on va transférer à qui ? Soit... Sur plusieurs années. Oui, bien sûr. Qu'on va transférer à qui ? Aux générations futures, qui auront à payer des impôts pour financer ces concessions. Ou alors, nous assisterons à une baisse des retraites. Et moi, je le dis, il y a 2 choses que je refuse. La baisse des retraites et l'augmentation des impôts. Et si on n'augmente pas les impôts, les cotisations, mais aussi les impôts, parce qu'il n'y a pas que les cotisations, ne rusons pas. Le gouvernement, là aussi, ruse. Il dit, je ne veux pas augmenter les cotisations. Est-ce qu'on est sûr qu'ils vont pas poursuivre la CRDS, c'est-à-dire l'impôt que nous payons tous sur nos salaires, qui devait arrêter en 2024 ? Donc tout ça, c'est de l'impôt différé. Et donc moi, je ne comprends pas comment on est arrivé là. On devait avoir une réforme juste et qui équilibrait le système. Et aujourd'hui, on a une réforme qui n'est plus juste et qui n'équilibre pas le système. L'idée de la réforme par points n'est pas mauvaise. L'idée que chacun d'entre nous cotise à due concurrence et que le système soit universel, elle est bonne en soi. Mais le problème, c'est la façon de la faire, c'est la méthode qui a été employée et qui consiste aujourd'hui à nous dire, mais il y aura sans doute un trou dans la caisse, un trou de 20 milliards, plus peut-être les 7 ou 15 milliards de trous que le comité des retraites a mis en évidence. On est très accroché à la retraite par répartition, solidarité. Mais dans tous les pays du monde maintenant, tous les pays développés, il y a aussi une part de retraite par capitalisation.
Mais vous savez, est-ce que vous seriez favorable à un équilibre entre les deux? La retraite par répartition, c'est le modèle français, et moi j'y suis très attachée. Et je pense que aujourd'hui, on a une réforme qui n'est pas en mesure aujourd'hui de nous garantir le maintien des retraites à terme, puisqu'elle n'est pas financée. Donc oui, je défends la retraite par répartition d'abord. Sur la question des économies ou de la capitalisation, moi je crois qu'il faut essayer d'encourager les Français à faire des investissements avisés tout au long de leur vie qui pourraient les sécuriser pour leur retraite. Je pense par exemple à l'accession à la propriété, c'est quelque chose dont on parle peu. Aujourd'hui, il y a une grande injustice en France sur l'accession à la propriété. C'est que des Français qui pourraient devenir propriétaires ne peuvent pas emprunter, par exemple parce qu'ils ont été malades. Eh bien, parce que quand vous avez été malade, vous avez des surprimes d'assurance extrêmement fortes. Et il y a un dispositif national, quand on a eu une maladie, qui est très faible par rapport aux surprimes d'assurance qu'on peut payer. J'ai vu que la région, justement, allait aider ou aide celles et ceux qui ont été malades et qui ont des difficultés effectivement à payer les primes d'assurance. Absolument. À partir d'avril, avec un réseau d'assureurs partenaires, la région va faire une garantie immobilière solidaire. C'est unique en France. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va annuler les surprimes d'assurance pour toutes les personnes qui ont eu un cancer du sein, qui sont séropositives, qui ont eu de la mucoviscidose, qui ont été malades ou qui sont guéris ou qui ont une maladie chronique. Et on annulera les surprimes d'assurance pour qu'il y ait une égalité devant l'emprunt et que tous ceux qui peuvent devenir propriétaires d'un bail commercial, d'un petit studio, de la résidence principale, soient à égalité. Et ça, vous voyez, c'est une mesure de réassurance pour la fin de vie, pour la retraite. Valérie Pécresse, le remboursement, vous avez promis le remboursement de tous les abonnements RATP, SNCF pour le mois de décembre, on est bien d'accord, hein? C'est mieux que ça. Je l'ai obtenu de la RATP et de la SNCF, de haute lutte. Non mais attendez, monsieur Le Bourdin, pardon d'y revenir. Je sais qu'on ne veut jamais donner crédit aux hommes et aux femmes politiques quand il faut quelque chose de bien. La souffrance qui a été vécue par les voyageurs, je ne pouvais pas la laisser sans réponse. C'est pour ça que j'ai mené une négociation extrêmement dure avec la RATP et la SNCF, bien au-delà de leurs obligations contractuelles. Parce que si on avait comptabilisé ligne par ligne, si on avait regardé le réseau de bus, le réseau de métro, etc., on n'aurait pas obtenu ce remboursement. Et pour janvier ? Moi, ce remboursement de 50%, c'est 75,20 €. Ça veut dire que pour un salarié qui a 50% de remboursement de son employeur, ce dédommagement, ce geste commercial va pouvoir lui permettre, pour le mois de décembre et pour le mois de janvier, finalement d'avoir un reste à charge zéro. Janvier aussi sur un mois. Je vous refais le film, monsieur Bourdin. Vous allez trop vite. Mais non, mais vous savez, vous allez toujours trop vite. Aujourd'hui, un salarié qui paye son pass Navigo, Les Français veulent savoir. Absolument. Un Français qui paye son pass Navigo est remboursé de son employeur de 50%. Je sais. Et avec ce dédommagement que j'ai obtenu, qui est à hauteur de 75,20 €, ça veut dire qu'un salarié, sur le mois de décembre et sur le mois de janvier, il aura déboursé à la fin 0 pour ses transports. Voilà. Donc c'est un geste très très fort qui a été fait et je remercie la SNCF et la RATP de s'être laissé convaincre parce que malgré tout c'est un peu injuste ce que j'ai obtenu. C'est un peu injuste pour tous les agents de la RATP et de la SNCF qui n'ont pas fait grève et qui se sont démenés pour qu'il y ait des trains qui roulent et des métros qui roulent. Parce que eux, il faut leur reconnaître leur travail aussi. Et moi je le dis aujourd'hui, je voudrais les remercier et je voudrais condamner et je veux des sanctions exemplaires pour tous les grévistes qui ont mené des exactions, des pressions, qui les ont insultés, parfois avec des insultes même homophobes, pour les empêcher de travailler et de faire le service public. Valérie Pécresse, attention aux arnaques. Puisque le remboursement, c'est pas avant la fin janvier, on est bien d'accord. Hein. Alors oui, malheureusement, je dois mettre en place une plateforme sécurisée parce qu'il va y avoir près de 2 millions de personnes qui vont demander le remboursement. Donc on doit mettre en place une plateforme Île-de-France Mobilité, sécurisée. Et aujourd'hui, il y a d'ores et déjà des arnaqueurs. C'est-à-dire qu'hier, nous nous sommes aperçus qu'il y avait un site qui s'était créé. Et que veulent les arnaqueurs? Ils veulent récupérer les numéros de passe Navigo et les identités pour se faire rembourser à la place des franciliens. Donc surtout, le site Île-de-France Mobilité, mondédommagementnavigo.com, qui ouvrira vers le 31 janvier. Donc n'allez pas sur des sites aujourd'hui. Attendez. Bien, Valérie Pécresse, est-ce que vous réfutez le terme, parce qu'il y a débat, violence policière?
Moi, je condamne les violences d'où qu'elles viennent. Mais il y a Et aussi je pense des violences policières. Je pense qu'il faut parler, quand on parle de la police, plutôt de fautes professionnelles. Et non pas de violences policières. Il peut y avoir des fautes professionnelles commises par des policiers. Donc vous réfutez le terme violence policière. Ce que je ne veux pas, Monsieur Bourdin. Je vous pose la question. Il peut y avoir. Vous ne me mais je vous réponds. Je vous réponds. Il peut y avoir des violences. Oui. Il peut y avoir des violences qui sont commises par un policier. Mais je réfute le terme générique violence policière parce que je pense qu'on ne peut pas mettre sur le même plan une faute professionnelle d'un policier qui est une faute, j'allais dire humaine, d'une personne, qui est liée à une personne, et la violence que subissent eux-mêmes les policiers. Les policiers sont là pour lutter contre les violences. Ils sont là pour nous protéger contre la violence. C'est leur mission. Donc on ne peut pas mettre sur le même plan des fautes professionnelles qui sont des fautes individuelles et la violence auxquelles les policiers ont à faire face. Est-ce qu'il y a une dérive autoritaire du pouvoir? C'est ce que dit la gauche. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui il y a une dérive autoritaire du pouvoir? Mais moi je pense... La gauche, et notamment la France Insoumise, qui parle même de milice au service du pouvoir. Pardon de le dire, c'est indécent de dire ça. Aujourd'hui, nous avons une société qui est extrêmement violente et nous avons un vrai besoin d'ordre et d'autorité. Et nous avons besoin que cet ordre et cette autorité s'exercent sereinement. Il faut voir aussi que nos policiers sont épuisés. Je veux dire, ils sont soumis à des pressions, ils sont soumis depuis des mois à des actes de violence répétés dans tous les domaines. Vous savez que la région gère les lycées. Nous avons été obligés de créer cette année des brigades régionales de sécurité avec des médiateurs spécialement formés pour les milieux scolaires pour aller amener la sécurité dans nos lycées où nous avons des intrusions violentes, des guerres de bande, des lycéens qui sont morts cette année en se battant les uns contre les autres. Donc cette question de la violence, elle est énorme. Et moi, je crois que le pays a besoin d'autorité. D'une autorité sereine, d'une autorité évidemment qui ne perd pas le contrôle d'elle-même. Donc ça veut dire qu'il faut évidemment sanctionner toutes les fautes professionnelles. Mais là encore, je ne veux pas qu'on stigmatise la police et les policiers parce que nous en avons besoin. Est-ce que les policiers ont besoin des LBD, des grenades de désencerclement et du plaquage au sol ? Là encore, le sujet... Vous voyez le débat. Oui, le bien débat sûr, bien sûr. Mais moi, je ne désarmerai pas nos policiers aujourd'hui si on n'a pas des moyens coercitifs autres. Pourquoi je dis ça? Mais parce que, souvenez-vous, Villiers-sur-Marne, il y a quelques années, c'est encore un très souvenir pour nous. Une policière municipale arrête une voiture, les voyous qui sont dedans, ils ont des kalachnikovs, ils tirent, ils la tuent. Je veux dire, les bandes armées sont en face de nos policiers. Donc, prenons garde à ne pas désarmer nos policiers face à des bandes qui sont extrêmement violentes, mais prenons garde aussi au bon usage des armes qu'on leur met dans les mains. Vous voyez, moi je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on renforce vraiment les garanties sur l'usage de ces armes, mais je ne pense pas qu'il fasse désarmer nos policiers. Un homme, Cédric Chouviat, est mort après une interpellation, c'était dans le 7e arrondissement de Paris. 4 policiers, ces 4 policiers n'ont pas été suspendus, devraient-ils l'être? Une enquête est en cours et cette enquête doit faire toute la lumière sur ce drame. Donc, pas de suspension, il y a des tragédies. Il y a des tragédies et il faut que les enquêtes se poursuivent. Bien, mais les policiers doivent pouvoir continuer à exercer leur métier tant que l'enquête est en cours. Mais écoutez, ils seront suspendus si l'enquête montre qu'il y a eu une faute. Pas question de les suspendre. Écoutez, aujourd'hui, il y a une enquête en cours et je m'y remets. Je fais confiance à cette enquête. Vous avez vu la crédibilité des médias qui est l'intérêt des Français pour l'information atteint son plus bas niveau historique. Ça vous surprend, ça vous étonne, ça vous inquiète? Franchement. Ce qui m'inquiète, c'est... J'allais dire la désillusion. Ce qui m'inquiète, c'est la désillusion des Français. C'est-à-dire que plus personne n'a une parole vraie. Les Français pensent que, on parle, mais qu'il ne se passe rien. Ils ne nous font plus confiance. Vous dites les journalistes, on pourrait dire les politiques comme pareil. De la même façon. D'ailleurs, nous sommes mis dans la même barque. Oui, d'ailleurs, cette année, quand je fais mes vœux dans les communes de ma région, je n'insiste que sur les faits. Je dis, j'arrête toutes les belles paroles et je ne parle que des faits, du concret, pour faire de la politique par la preuve, pour prouver que on fait vraiment ce qu'on a dit qu'on faisait. Je fais ce que je dis ce que je fais, c'est important. Pour les journalistes, le sujet est encore pire, c'est qu'on ne vous croit plus, donc il y a une espèce de théorie générale du complot. Plus personne ne croit plus personne. Et ça, c'est quelque chose qui va miner la nation française. Parce une forme d'ordre moral sur les réseaux sociaux, dit Emmanuel Macron. Vous êtes d'accord ou pas? D'ordre moral? Oui, sur les réseaux sociaux, qui doit nous préoccuper. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit.
Écoutez, moi, sur les réseaux sociaux, je vois plutôt un amplificateur du déconomètre parfois, c'est-à-dire des fausses nouvelles qui s'amplifient, des vagues d'insultes qui se démultiplient. Enfin, pardon de vous dire que les réseaux sociaux, moi, m'inquiètent par leur dérive. Vous les regardez beaucoup? Non, je les regarde peu, mais en tout cas, je suis très attentive aux fake news parce que la notion de fake news, c'est quelque chose qui décrédibilise toute l'action. Vous voyez, quand on dit, par exemple, je sais pas. On va améliorer telle chose et que tout de suite après on nous dit exactement l'inverse, on fait des attaques ad hominem, on détruit les personnes. Les réseaux sociaux aiment beaucoup détruire les personnes et c'est très violent. Serait-il logique que Ségolène Royal soit démise de ses fonctions d'ambassadrice des pôles? Écoutez, alors moi sur ces questions-là, j'ai une position tout à fait claire. Moi, je pense qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ça veut dire que si on est ambassadeur, on a ce qu'on appelle un devoir de réserve. Et on doit l'observer. Et à ce moment-là, on l'observe. Vous savez, quand on est ministre, Jean-Pierre Chevènement l'avait dit aussi. On ferme sa gueule ou on démissionne. Vous voyez, moi, je suis pour la loyauté. Donc, pardon, l'expression va être familière, mais Ségolène Royal aurait dû se taire. Écoutez, c'est les règles du jeu. Donc, Ségolène Royal, depuis toujours, nous a habitués à ne pas vouloir respecter les règles du jeu. Alors, c'est toujours sympathique, hein, les Français adorent les gens qui ne respectent pas les règles du jeu. La vérité, c'est que il y a un patron qui s'appelle Emmanuel Macron et qu'il fasse respecter les règles du jeu ne me paraît pas exagéré. Pas du tout. Ça ne me choque pas. Et c'est oui, vous comprenez. Bien, et à Paris, dites-moi, que va-t-il se passer pour les municipales? Est-ce que vous allez vous ranger derrière Rachida Dati ou pas? Vous savez que j'ai tendu la main à Rachida Dati. Ah si, que dire à Rachida Dati? On n'a pas de réponse. J'ai écrit ou nous avons écrit et nous n'avons pas de réponse. Ah non, ça vous avez quelques épisodes de retard dans la série. Vous avez quelques épisodes de retard dans la série. Non, j'ai tendu la main. Ça veut dire que vous correspondez. J'ai tendu la main à Rachida Dati. Je lui ai fait quelques propositions à la fois sur le programme et sur les personnes. À ce stade, cette main tendue n'a pas été saisie, mais elle peut toujours l'être. Donc c'est bien ce que je dis. Tant que je n'ai pas d'accord, il n'y a pas d'accord à ce stade à Paris. Il n'y a pas d'accord. Tant qu'il n'y a pas d'accord, moi, qu'est-ce que je fais? Je soutiens dans chaque arrondissement les candidats qui me paraissent correspondre le mieux à mes valeurs. Hier, j'étais chez Geoffroy Boulard. Dans le 17e. J'étais samedi chez Philippe Goujon dans le 15e. Et dans le 5e, je continuerai à soutenir les candidats qui sont le plus en face avec mes valeurs. Qui soutenez-vous dans le 5e arrondissement? Je vous dis le 5e parce qu'il est symptomatique. Écoutez, la maire du 5e soutient Griveaux. Monsieur Bourdin, vous aurez une réponse à cette question dans les semaines qui viennent. Donc il n'y a pas d'accord pour l'instant. Il n'y a pas d'accord pour l'instant. Aucun accord. C'est vrai que vous allez offrir la gratuité des parkings à vélo pour les détenteurs de pass Navigo? Alors nous continuons évidemment à développer le vélo. Il faut dire que la grève a été une bonne publicité pour le vélo. Vous savez que nous avons mis en place un service de location de vélo longue durée qui a explosé pendant la grève, Véligo. Et le vélo électrique change tout. Parce que le vélo, jusqu'à présent, c'était quand même très réservé aux Parisiens. C'était réservé au terrain plat. Or, l'Île-de-France, ça monte et ça descend. Là, aujourd'hui, le vélo électrique apporte une solution nouvelle de mobilité pour tous les banlieusards. Et c'est pour ça que la région, qui est un réducteur d'inégalité en Île-de-France, va donner une prime vélo de 500 € pour tous les Franciliens. Pour que qu'on habite à Trappes ou qu'on habite à Échouboulin, en Seine-et-Marne, 500 € pour l'acquisition d'un vélo, pour qu'il n'y ait pas que les Parisiens qui puissent se payer le privilège de rouler à vélo. Si on est Parisien, on a 400 plus 500? Non, on a 400 plus 100. Ah, d'accord. Mais en revanche, à Trappes, où on avait 0, on a 500. On a 500. Et à Échouboulin, en Seine-et-Marne, on avait 0, et on le a 500. Parking Tout le monde sera a 500. Gratuit. Et évidemment, le vélo, c'est un écosystème, parce qu'un vélo électrique, ça se vole. Se vole. Et donc, oui, nous allons mettre en place, non seulement nous allons mettre en place des parkings vélos dans toutes les gares. Je vais annoncer un grand plan de déploiement de parkings vélos dans toutes les gares d'Île-de-France, mais les parkings sécurisés seront gratuits à l'été. Aujourd'hui, il y avait un abonnement de 20 à 30 € pour tous les détenteurs de pass Navigo. Quel est l'objectif? C'est qu'on n'aille pas en voiture jusqu'à la gare, qu'on aille en vélo à la gare. C'est l'intermodalité. Si on veut baisser la pollution, on doit aussi la baisser en grande couronne, en petite couronne. Vous savez, il n'y a pas que Paris. Oui, il n'y a pas que Paris. Alors ça, c'est important. L'écologie, elle ne peut pas être uniquement parisienne. Elle doit être vraiment étendue à l'échelle d'une région de 12 millions d'habitants qui est la plus polluée de France. Valérie Pécresse, Anne Hidalgo est candidate depuis dimanche à sa succession. Ça ne vous a pas surpris, j'imagine. Elle propose la gratuité dans les transports parisiens au moins de 18 ans. C'est une bonne idée, ça, ou pas?
La gratuité dans les transports. Monsieur Bourdin. Oui. Vous êtes beaucoup trop intelligent pour penser que la gratuité, ça existe. Ce que je lui dis, oui, mais c'est ce que je lui disais. La gratuité, ça n'existe pas. Bah, évidemment. Alors après, c'est un choix. C'est un choix. Non, mais si la mairie de Paris fait la gratuité pour les moins de 18 ans, à ce moment-là, elle sera obligée d'augmenter les impôts pour les autres pour payer cette gratuité. C'est un choix. Est-ce que la gratuité pour les moins de 18 ans est la bonne mesure pour limiter la pollution aujourd'hui dans Paris? Moi, je ne suis pas sûre. Je pense que c'est d'abord une mesure de pouvoir d'achat, uniquement. Mais elle sera payée par d'autres. Voilà, d'autres les contribuables parisiens. Merci Valérie Pécresse d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h54, RMC et BFM TV.